ETF spot Bitcoin refusé, débrief FOMC, gros points techniques et macro ce matin. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. Beaucoup de choses à dire, encore une fois on a vraiment un début d'année très mouvementé sur le marché crypto, sur les marchés tradis. Et donc forcément beaucoup de choses à dire et beaucoup d'opportunités. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en description. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec un premier point donc sur le compte-rendu du FOMC qui nous a été partagé hier soir durant les minutes de la Fed. C'était un rapport assez attendu, c'est le premier de l'année 2024 que la Fed nous partage. Et pourquoi il est important et surveillé attentivement par les marchés, par les investisseurs? Eh bien parce que cette année 2024, c'est potentiellement l'année du pivot de la Fed. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Fed dans ce rapport? Déjà, elle fait état une nouvelle fois de la situation économique globale en nous rappelant les enjeux, les objectifs et les points de tension dans l'économie américaine qui peuvent avoir besoin d'être retravaillés, en tout cas qui pourraient potentiellement justifier un maintien des taux d'intérêt directeurs assez hauts. Bon, au final, on n'apprend pas forcément grand-chose de nouveau, mais ce qu'elle nous indique, la Fed, c'est que oui, effectivement, au cours de l'année 2024, on aura des baisses des taux d'intérêt directeurs. Donc potentiellement un début de pivot au cours de cette année. Mais elle précise aussi que tant que l'objectif des 2% d'inflation ne sera pas atteint, les taux vont rester dans ce qu'elle appelle la Fed un domaine restrictif. En gros, c'est-à-dire qu'elle va maintenir les taux quand même suffisamment hauts, de manière suffisamment élevée, de manière à continuer d'endiguer, de maîtriser l'inflation et de la faire tendre sous les 2%. Donc contrairement à ce que le marché estime depuis plusieurs mois, et d'ailleurs ce qui avait été l'une des raisons principales pour lesquelles on avait eu un sacré rallye haussier sur la fin de l'année 2023, eh bien non, on n'aura pas 6 ou 7 baisses de taux durant l'année 2024. On en aura peut-être 3 ou 4 maximum. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que lorsque le marché va se rendre compte qu'il s'est trompé vis-à-vis de ce nombre de baisses de taux d'intérêt directeur, eh ben il va potentiellement avoir une augmentation du stress sur le marché et ce qui peut être accompagné d'un certain retournement. Alors concernant le prochain FOMC qui aura lieu à la fin du mois, le 31 janvier, il n'y aura pas de surprise, à 93% on devrait avoir une stabilisation à nouveau des taux, mais par contre le marché, en tout cas une partie du marché, continue de considérer que le 20 mars, on va avoir une première baisse de taux d'intérêt directeur d'environ 25 points. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Après bien évidemment, la Fed, Jérôme Powell l'a déjà expliqué un bon nombre de fois, la Fed fait en fonction des données macroéconomiques qui lui parviennent au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire que d'un FOMC à l'autre, si la situation s'améliore drastiquement ou empire rapidement, eh bien, elle peut prendre rapidement de nouvelles mesures. Elle a la possibilité de le faire, grâce au soft landing, puisque la Fed, malgré le fait qu'elle ait augmenté assez fortement ses taux d'intérêt directeurs, a réussi à maintenir l'économie américaine dans une situation plutôt confortable. On a même vu la croissance avec les chiffres du PIB à la fin de l'année 2023 qui avait augmenté. Donc elle dispose de cette marge de manœuvre qui lui permet de dire, vu que l'économie va bien, s'il y a besoin, on monte les taux. C'est pas grave, ça n'aura pas de conséquences dramatiques, en tout cas pas directement. Ok ? Donc ça c'est assez important de le comprendre. Naturellement, le dollar avait donc déjà un petit peu anticipé pour moi cette décision et ce positionnement de la Fed, puisqu'on a un dollar qui depuis une semaine quand même réagit très bien, remonte bien et qui a d'ailleurs repassé définitivement ce niveau technique des 102 points. Alors ce qui est intéressant en plus avec ce niveau technique, c'est que pour moi il a été passé de manière vraiment très clean. On est venu faire une mèche ici pour récupérer la liquidité tout en restant en clôture au-dessus de ce niveau. Donc sauf gros retournement de situation, et on le verra tout à l'heure avec les datas de cette fin de semaine, on devrait quand même plutôt être capable de viser les 103, les 104, voire même pourquoi pas les 105 points dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Naturellement, cette remontée du dollar, elle va amener une pression vendeuse sur les cross-assets. Mais il n'y a pas que ça qui va amener une pression vendeuse, il va y avoir aussi les datas macroéconomiques qui nous parviennent au fur et à mesure du temps. Et ça me permet de faire une transition avec les chiffres que nous avons eus ce matin et ceux que nous aurons cet après-midi et demain après-midi aux États-Unis. Ce matin, on a accès du côté européen sur l'inflation et les chiffres des PMI. Okay, vous savez que les chiffres des PMI, ce sont des indicateurs d'activité économique assez intéressants. Début de semaine, on avait les chiffres manufacturiers, donc plutôt sur le secteur primaire. Et là, on a eu les chiffres PMI de services, donc plutôt sur le secteur tertiaire. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir de cette matinée du côté européen, c'est que l'inflation remonte et les chiffres PMI remontent aussi.
Donc ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Pourquoi? Parce que du coup, on s'éloigne des objectifs d'inflation fixés par la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde. Et si en plus de ça, on a une activité économique qui repart à la hausse, alors ça c'est bon signe parce qu'on va peut-être limiter un petit peu la récession dans laquelle on est actuellement et qui potentiellement pourrait s'empirer. Mais attention, reprise rapide de l'activité économique, ça va être accompagné aussi justement d'une reprise de l'inflation. Donc ça, c'est un élément qui va potentiellement amener là une pression vendeuse sur les indices européens qui avaient énormément performé sur la fin 2023. Je fais référence notamment au DAX et au CAC. Pourquoi ils avaient performé? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ils s'attendaient à des baisses des taux étant donné que tout allait pour le mieux. Ou en tout cas, certaines choses allaient plutôt bien. Le problème, c'est que là, finalement, si on a un revirement de situation, on va pouvoir potentiellement observer un retracement assez violent sur ces indices qui avaient anticipé quelque chose d'un petit peu trop ambitieux, un petit peu trop optimiste. Ok. Cet après-midi, on aura des résultats similaires du côté américain avec les PMI de service, mais pas seulement. On aura aussi les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, comme tous les jeudis à 14h30, ainsi que les résultats des créations d'emplois dans le secteur non agricole, ADP. Je précise bien, on a le chiffre ADP aujourd'hui, c'est un organisme privé non gouvernemental qui nous partage ces résultats, contrairement aux chiffres qu'on aura demain durant la journée NFP, où là on aura les chiffres gouvernementaux, ainsi que le salaire horaire moyen, je vous le rappelle, demain, et le taux de chômage. Taux de chômage qui devrait d'ailleurs repartir un petit peu à la hausse aux États-Unis. Évidemment, c'est un résultat qui va être surveillé attentivement par la Fed, tout comme le rapport Joltz des nouvelles offres d'emploi. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui nous avait été partagé sur ce début de semaine et qui sont évidemment des éléments, des données très importantes pour la Fed, puisqu'elle cherche, je vous le rappelle, un rééquilibrage entre l'offre et la demande sur le marché du travail, une détente très clairement sur le marché du travail. Donc voilà ce que je pouvais vous dire d'un point de vue macroéconomique. D'un point de vue microéconomique, je vous rappelle quand même qu'on a eu des petites informations assez importantes, notamment sur les pondérations d'Apple au sein du S&P 500 notamment. On a vu que sur les stocks et les options, on était sur un début d'année vraiment pas terrible et même le pire depuis 20 ans comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et alors autre petit point micro que je vais vous faire ce matin que je ne vous avais pas fait hier, c'est concernant Meta, donc anciennement Facebook, et notamment son créateur, donc Mark Zuckerberg, qui a décidé de vendre 500 millions de dollars d'actions. D'accord. Ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Donc attention, on a des grosses capitalisations de la tech aux États-Unis qui sont en train de dévisser. Et si en plus c'est exagéré et appuyé par ce genre de comportement vendeur des personnes importantes de ce milieu, entre guillemets, enfin c'est pas de ce milieu, mais de ce secteur, on va dire, d'activité, ça peut aller très très vite. Donc c'est des informations évidemment qu'il faut surveiller attentivement. Qu'est-ce que je pouvais vous dire sur le côté du marché sur les marchés traditionnels? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Globalement, donc, on reste d'un point de vue technique dans nos prises de position actuelles, donc plutôt vendeur sur les indices européens. Pareil du côté des États-Unis, puisqu'on a quand même le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones qui nous montrent des premiers signes de faiblesse. Assez conséquent d'ailleurs. Précisément pour Nasdaq, idéalement, ce que j'aimerais bien voir, c'est un petit peu de retracement vers le haut, potentiellement vers les 16 700 points, histoire d'avoir la possibilité de se repositionner, enfin de se positionner en short un petit peu plus haut. Là, j'ai pas forcément envie de rentrer maintenant après une grosse baisse comme celle-ci. J'aimerais bien avoir un peu de retracement et aller chercher une vraie inversion de structure en 2 temps pour viser pourquoi pas les 16 000 points et même potentiellement plus bas. Ok. Donc surtout, toujours le mot d'ordre, pas de précipitation. Encore une fois, l'année ne fait que commencer. Ça sert à rien de se jeter dans la gueule du loup et de se surexposer au marché dès le début. On va prendre notre temps, on va y aller au fur et à mesure et petit à petit, ok? Mais globalement, voilà, quand même plutôt vendeur sur les indices américains et européens. Le dollar qui va rester donc à surveiller d'un point de vue technique, ça je vous ai expliqué. Naturellement, ça va être la même chose pour Euro-USD. Alors là, pour Euro-USD, ce qu'on aimerait voir, ça serait un retest du niveau technique des 1.1. Là, on a eu quand même un joli MSS en 4 heures. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut. Retest des 1.1, on positionne en short et après, on va viser plus bas vers 1.08, etc. etc. Ok. Évidemment, invalidation si on repasse au-dessus de ce niveau-là. Je ne l'ai pas précisé pour le dollar, mais ça paraît évident que, voilà, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on est bullish. Mais si par contre on est amené à perdre le niveau technique des 102 points, derrière on repasse dans une configuration baissière. Ce qui je pense n'arrivera pas encore une fois. Surtout là vous voyez on a MSS Boss, enfin c'est très très clean. À part grosse surprise sur les datas macro, je vois pas forcément ce qui pourrait entraîner une nouvelle chute assez importante du dollar pour le moment. Ok ?
Je termine avec un petit point pour les marchés tradis du côté des matières premières et on va parler particulièrement du pétrole ce matin. Je vous ai partagé un petit graphe assez intéressant ce matin dans le serveur Discord sur la situation en mer Rouge et dans le canal de Suez, il n'y a plus aucun transit. Ok, il ne se passe plus rien. Donc toutes les grosses compagnies maritimes sont obligées de faire des détours assez importants, ce qui va engendrer évidemment une hausse du prix du fret et donc naturellement potentiellement des matières premières et donc du pétrole. Donc ça, vous voyez, les données géopolitiques qui nous parviennent, elles sont évidemment à intégrer de manière obligatoire dans notre analyse, puisqu'elles vont quand même nous donner beaucoup d'informations à ce sujet-là. Donc naturellement, on va garder plutôt un biais, une réflexion acheteuse, comme je vous l'avais dit, sur ce début d'année sur le pétrole, bien que malgré ça, pour le moment, je n'ai pas forcément de setup, de confirmation pour prendre une position de manière définie. Donc voilà, pour le moment, on est à l'étape du scénario, on est à l'étape du biais, et on va attendre justement des points de confluence, des points de confirmation pour envisager une réelle prise de position. Du côté du gold, et après promis on passe sur les cryptos, je sais que vous attendez ça, eh bien on va tout simplement être là plutôt dans une réflexion vendeuse étant donné le scénario plutôt haussier que nous avons sur le dollar. Malgré ça, j'ai quand même un petit peu de mal à vendre le gold dans la situation dans laquelle on est d'un point de vue macro, géopolitique, social, etc. etc. J'ai quand même plutôt tendance à vouloir privilégier de l'achat sur le gold. Donc je vais voir si je rentre en position vendeuse. Ça sera sans doute avec des tailles de position assez mesurées et très raisonnables. Ok, donc voilà. Ça y est, vous l'attendez, on va pouvoir passer du côté du marché crypto et de cette fameuse rumeur qui est intervenue hier midi, qui nous vient d'un analyste de Matrixport qui nous dit que finalement, peut-être les ETF spot pourraient être refusés par la SEC. En effet, selon Matrixport, la SEC pourrait sur le mois de janvier refuser toutes les demandes qui ont été faites par les différents fonds d'investissement, BlackRock, Valkyrie, etc. etc. Alors, c'est très surprenant dans ce rapport, c'est que il y a quelques jours, Matrixport nous disait « Ah bah avec l'arrivée des ETF, le cours va monter à 50 000 $, tout va bien, tout va pour le mieux. » Donc en fait, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a de la manipulation de marché, il y a du délit d'initié, et il y a des gens qui profitent, des insiders qui profitent de ces rumeurs, de ces fake news pour se positionner et en tirer des bénéfices assez importants, puisqu'on a eu quand même une baisse d'environ 10% en l'espace de quelques heures sur le cours du Bitcoin hier. Alors c'est quelque chose qui est très commun hein, dans la finance traditionnelle, il y a eu déjà un nombre de cas comme celui-ci assez important, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus régulé, donc ça arrive moins souvent. Alors, faut pas non plus écarter toutes les possibilités d'un rejet, même si ça a peu de probabilité. Enfin, en tout cas, personnellement, ça m'étonnerait quand même que la SEC refuse toutes les demandes d'ETF. On a quand même quasiment tous les signaux qui sont au vert et qui peuvent nous laisser penser qu'ils vont être acceptés. Mais attention, il y a un monde où ils ne sont pas acceptés, où ils sont peut-être pas acceptés, mais où ils sont repoussés. Alors, la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va dump, est-ce qu'on va pump, etc. etc. Bon, bah s'ils sont acceptés, de toute façon, c'est la même chose que l'on vous explique depuis un certain moment. C'est déjà pricé. Le marché a déjà intégré dans ses cours l'arrivée des ETF. Donc, il y aura peut-être un petit effet de news avec un petit pump et des bougies très volatiles, mais globalement, cette news, elle est déjà intégrée par le marché. Donc, ça ne va pas forcément permettre une nouvelle jambe haussière si vous voulez. Par contre à l'inverse si c'était refusé, là on aurait très probablement un mouvement baissier assez fort puisque du coup le marché se serait trompé sur ses anticipations, un petit peu comme ce que je vous expliquais tout à l'heure du côté des marchés financiers traditionnels. Bon, pour faire simple, d'un point de vue technique, tant qu'on reste sous les 44 700, 45 000 $, personnellement je suis bearish sur BTC, je vais plutôt viser un retour vers les 40, puis vers les 38 000 $. Okay, donc si on repasse au-dessus de ces niveaux-là, 44 500, 44 700, 45 000, ok, on pourra potentiellement viser assez rapidement 48 000 et 50 000. Tant qu'on reste en dessous, moi j'ai plutôt une optique baissière. Et d'ailleurs, globalement, c'est à peu près la même chose sur Ethereum. Pour moi, sur Ether, tant qu'on ne réclame pas le niveau de résistance que vous voyez ici des 2260 $, eh bien je reste dans une optique plutôt baissière. Alors attention, c'est pareil, ça ne veut pas dire que là maintenant tout de suite je rentre en position vendeuse, que là maintenant tout de suite je short. Non, ça veut dire que j'ai un biais primaire, une réflexion qui est portée à la vente. Et donc, de ce biais numéro 1, de ce biais primaire, de cette réflexion, va découler potentiellement derrière d'autres prises de position. C'est très très important de comprendre ça. Et bien évidemment, quand je vous dis tout ça, ce n'est pas du conseil en investissement. Je vous partage mon scénario, mon analyse, mes prises de position. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire vos propres recherches. C'est très important. Ok ?
Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bon, globalement, hormis ça, le mouvement qu'on a eu sur BTC, il a fait du bien, hein. Il a fait du bien parce que bah, déjà, nous, on était positionnés en short. Je vous rappelle que début de semaine, je vais vous montrer ça tout de suite, mais dans le serveur Discord, je vous avais envoyé une position à la vente sur le BTC. Vous voyez ici, j'ai in BTC en short le 2 janvier à 10h47. Donc on a quasiment vendu le top, hein. Donc déjà, première chose, ben, c'est cool parce que du coup, ça nous a fait un petit peu de profit. La deuxième chose qui est plutôt intéressante, c'est qu'on a assaini un petit peu le marché. Quasiment 600 millions de dollars de liquidation à l'espace de 24 heures, c'est bien. Ça fait du bien. Le marché avait besoin de ça, le marché avait besoin de respirer. Mais attention, c'est trop peu. C'est trop peu. Selon moi, il y a besoin d'aller chercher encore plus et surtout plus bas. Alors, je en profite pour faire une petite aparté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à paniquer de ce dump en disant oh là là, c'est énorme, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana. C'est rien du tout. C'est rien du tout, du tout, du tout. Dites-vous bien que pendant le bull run, on va avoir des journées, des semaines qui vont être bien pires que ça. Préparez-vous à vous faire péter les genoux. Un bull run, c'est pas un long fleuve tranquille où le marché monte tranquillement comme ça, on attend, tout va pour le mieux. Non, il y a des journées, il y a des semaines où ça va faire mal, où on va se taper du moins 20, du moins 30, du moins 40%. C'est comme ça. Le marché, il fonctionne comme ça. Il va chercher à justement sortir les derniers entrées, les derniers qui se sont positionnés, à les sortir du marché, à les liquider en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un éternel recommencement. Donc la journée qu'on a eue hier, c'est un petit avant-goût de ce qu'on aura quand on sera dans le vrai rallye haussier. Ben, on en aura d'autres, des journées comme ça, des semaines comme ça. Préparez-vous, il faut être prêt, il faut être conscient de ça. Et c'est pour ça que je vous répète très souvent, en tout cas je répète, et c'est ce que je recommande à ceux qui me posent des questions et qui sont plutôt novices, c'est-à-dire que si, imaginez, vous étiez positionné là il y a quelques jours sur le BTC à 45 000 ou sur le sol à 100 $, ben, il faut être prêt si vous vous positionnez sur des tops locaux, je parle bien de top locaux, et ben encaisser des pertes, pardon, potentiellement. Alors des pertes, c'est pas vraiment des pertes, parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas vendu, c'est pas perdu, mais il faut que vous soyez prêt à voir votre portefeuille durant un temps donné diminuer en valeur. Encore une fois, si vous ne vendez pas, c'est pas grave, parce que du coup, ça va remonter après et vous serez en bénéfice. Mais le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de novices qui voient leur portefeuille descendre, ils se disent oh là là, j'ai fait n'importe quoi, ils vendent et là, du coup, ils encaissent des pertes. Ok, donc voilà, ça c'était un petit aparté que je voulais vous faire. Hormis ça, donc on a quand même eu pas mal de liquidations. Les funding rates sont revenus sur des niveaux un petit peu plus corrects, hein. Je vous rappelle que quand même depuis quelques jours, on avait des funding rates qui étaient à des niveaux délirants. Là, on revient sur quelque chose d'un petit peu plus mesuré, donc ça fait du bien encore une fois au marché. Il y avait besoin de ça. L'open interest a chuté aussi fortement, c'est normal. Et puis les spots sont repassés vendeurs. Du côté de l'order book, bah forcément ça fait aussi un bon nettoyage puisqu'il y avait quand même pas mal d'ordres à venir récupérer, et notamment des stop loss, mais pas seulement. Donc c'est plutôt intéressant le mouvement qu'on a eu encore une fois. Je vais terminer cette partie-là en vous parlant un petit peu des altcoins, naturellement, puisque beaucoup, vous êtes beaucoup à nous demander, bah, du coup, est-ce qu'il faut recharger, etc. Bah, ça dépend de votre plan. Identifiez des paliers d'entrée, des paliers de positionnement sur les altcoins qui vous intéressent, et en fonction de ça, vous allez pouvoir prendre des positions. Mais là, ça dépend de chacun, ça dépend de votre stratégie, ça dépend de votre plan, etc. Maintenant, effectivement, le fait que le marché est corrigé nous permet potentiellement de nous positionner sur certains altcoins à des prix plus intéressants qu'il y a quelques jours. Maintenant, attention, il faut avoir conscience que peut-être que le mouvement de correction n'est pas terminé. Encore une fois, moi, tant qu'on ne repasse pas les 45 000 $ sur BTC, je vais plutôt viser un retour vers les 38-37K. D'accord? Si on a un BTC qui replonge vers 38-37K, vous inquiétez pas, il y a des alts qui vont corriger et qui vont nous laisser la possibilité de les acheter moins cher. Ok? Ça, il faut en avoir conscience. Aussi, c'est très important. Voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour des infos que j'avais à vous partager ce matin. Donc je sais, ça fait beaucoup, c'est assez dense. J'ai essayé quand même de résumer. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus et aller plus en profondeur dans tout ça, je vous invite à vous abonner et puis surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage l'intégralité des informations, de nos prises de position, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Cet après-midi, on se retrouve en live à partir de 15h15 pour suivre l'ouverture de Wall Street et puis les annonces macro du jour. Et puis ce soir, nouveau cours de prépa bull run avec les membres premium du serveur Discord. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires ou directement dans le chat général du serveur Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.